Selon l'histoire conventionnelle, la Nouvelle-Zélande est la dernière grande masse continentale de la planète à avoir été colonisée par l'homme. Cette île lointaine, située dans le sud-ouest de l'océan Pacifique, est restée inhabitée jusqu'à l'arrivée des premiers Polynésiens, les Maoris, vers 1300 après JC. Cependant, une découverte remarquable a été faite sur l'île du nord de la Nouvelle-Zélande, qui peut complètement bouleverser notre compréhension établie de l'histoire ancienne de la région. Au sein de la végétation dense des chênes de Keimanawa se trouve une grande structure mégalithique, connue sous le nom de mur de Keimanawa. Une formation de pierre si précisément assemblée qu'elle a déclenché un fervent débat sur ses origines, remettant en question notre compréhension du passé préhistorique de la Nouvelle-Zélande. Le mur lui-même est caractérisé par une série de pierres bien ajustées qui, à première vue, semblent avoir été placées avec précision. Les pierres sont massives, certaines estimations suggérant qu'elles pèsent plusieurs tonnes chacune. Il a été déterminé que les pierres avaient 330 000 ans et étaient constituées d'ignimbrite, une pierre volcanique composée de sable et de cendres compressées. L'affleurement le plus proche de cette pierre est à 5 km. Cet aspect à lui seul a alimenté les spéculations sur le niveau de sophistication requis pour assembler une telle structure, si elle avait été l'œuvre de main humaine. En y regardant de plus près, la disposition des pierres révèle une précision presque géométrique. Les pierres s'alignent d'une manière qui suggère un motif intentionnel, avec des lignes droites et des angles rares dans les formations rocheuses naturelles. Cette disposition particulière a conduit certains à proposer que le mur pourrait être les vestiges d'une grande structure mégalithique, dont la plupart n'ont pas encore été fouillés. En 1996, une enquête sur le mur a été menée par l'archéologue Barry Brailsford. Brailsford a noté que le site était orienté précisément plein nord, ce qui est une caractéristique assez remarquable qui n'est pas une coïncidence. There's plenty of strange things about this wall, and one of them is the way it's facing. If you stand with your back to it, you're facing exactly due north. Now, it may be totally insignificant, but there's 360 other points on the compass where it could have been facing. Il convient de noter que de nombreux sites mégalithiques antiques sont alignés avec le nord géographique, comme les pyramides de Gizeh, Stonehenge, Chichen Itza et bien d'autres. Brailsford est arrivé à la conclusion que les blocs de pierre du site n'étaient pas naturels et qu'ils avaient été découpés et empilés avec précision. Les découvertes sensationnelles de Brailsford ont conduit à la publication d'un article dans le New Zealand Listener, intitulé « Mystère des mégalithes ». Les pierres géantes du parc forestier de Keimanawa sont-elles la preuve d'une ancienne culture néo-zélandaise ? Dans l'article, Brailsford a fait la déclaration suivante. Il n'y a aucun doute que les pierres avaient été taillées. Les 4 pierres visibles dans le mur avant mesuraient uniformément 1,6 m de haut et 1 mètre de large. À un endroit, on pouvait insérer son bras dans une cavité criblée de racines et palper la face arrière et la face avant du niveau suivant. Les faces étaient étrangement lisses, sans marque de scie ou d'herminette. Les interstices, où les blocs se rejoignent, étaient minces comme une lame de couteau. Plus haut sur la colline, les sommets d'autres pierres dépassaient, suggérant qu'une structure plus étendue était enterrée dans la colline. Les Waitaa sont un peuple souvent mentionné dans les discussions sur les débuts de l'histoire humaine de la Nouvelle-Zélande. Mais leur contexte historique exact est quelque peu controversé et n'est pas largement reconnu dans les cercles universitaires traditionnels. Selon certains témoignages, notamment se trouvés dans certaines sources non universitaires, les Waitaa auraient été la première vague de colons en Nouvelle-Zélande. Barry Brailsford fait également partie de ces historiens qui croient que les Waitaa se sont installés en Nouvelle-Zélande bien avant les Maoris. C'est pourquoi il leur a initialement attribué la structure. Il aurait même parlé à certains anciens des Waitaa, leur demandant l'origine de la structure. Il a été abasourdi par ce qu'ils lui ont dit.
It's pre-Maori and it's even pre-Waitaha. So the people who were here before the Maori people as we know them today, the people of Waitaha, the nation of Waitaha. And I brought the elders here at 4 o'clock in the morning, and they came from different parts. The Waitaha elders. Yes. They came here in the early morning, and they came to this hall and they said, we know these people, but they are way before us. Curieusement, les Maoris ont également déclaré que cette construction n'était pas de leur fait, car ils n'avaient jamais construit de structure mégalithique. Les blocs s'étendent sur 25 mètres en ligne droite d'est en ouest. Comment peux-tu être si sûr que c'est une création humaine? How can you be so sure that this is man-made? I mean, the idea that the wall is facing north, the blocks are very uniform. Because the wall is starting to collapse to the west, the blocks are pulling apart from each other. There's spaces in the blocks we can get down and behind them. You can see other blocks that are also uniformly cut and squared behind the blocks that we can see. We can see about 9 blocks. See, geologists I talked to today said, oh yeah, but there are things like the Giant's Causeway in Ireland, which are natural phenomena. There's big square blocks as possible. Okay, right. Now, that is actually basalt. That's basalt crystals, and as that kind of volcanic core cools, it crystallizes into these 6 8-sided crystals. In fact, there's a giant city built in Micronesia, 11 square miles, called Namadol. It's built out of... Le chercheur et écrivain Brian Forster, qui a visité tous les anciens sites mégalithiques du monde, était également fasciné par le mur de Kaimanawa, et après, en le visitant, il a noté que la structure est le seul affleurement de pierre dans toute la région, et que dans un rayon de 32 km autour du site, il n'a découvert aucune autre pierre. Il a également noté que les blocs de pierre, étrangement plats, étaient installés d'une manière très similaire à ceux qu'il avait examinés à Cusco. What is interesting is it's the only stone outcrop in this entire area. We drove like 20, 30 kilometers into this ancient rainforest, and it's the only stone at all, and it's has strangely flat surfaces, and looks like some of the megalithic work that we find in the area of Cusco in Peru. Couper des blocs de pierre massifs et les assembler sans mortier est une technique de construction ancienne avancée que l'on retrouve non seulement au Pérou, mais dans d'autres parties du monde, comme l'Égypte. Cette forme a été développée de manière convergente par des cultures sans communication, dont aucune ne possédait suffisamment d'outils pour extraire, transporter, tailler ou placer ces pierres. Beaucoup pensent que ces cultures ont en réalité hérité de ces sites, et que leurs véritables bâtisseurs faisaient partie d'une ancienne civilisation mondiale et technologiquement avancée, qui a péri à un moment donné. Peut-être à cause d'une sorte de cataclysme. En revenant au mur de Kaimanawa, il a également été noté qu'il y avait un biseau constant sur les pierres supérieures. Cela va jusqu'à l'autre côté de la structure, et les bords biseautés des rochers sont identiques. Close examination reveals behind the first lot of blocks are more layers, separated by a perfect gap. The surface of each block is smooth, as if it's been cut. There are other mysteries too. In other ancient civilizations, they had a stone which you paid respects to when you came into the site, and everyone apparently has this. And conveniently, here it is. Yesterday, our archaeologists dug down about half a metre below this face here, and this face was still going down, and we used a steel probe to feel underneath, and we were striking rock underneath that. So that gives an indication that at least there's something further down again. And the rocks themselves bend
in a sort of a semicircle around, and it may be the shape of some sort of structure. At the bottom of one part of the structure, there were perfectly smooth rock surfaces with square edges. And we were standing on a piece of rock face which was so smooth we couldn't believe our eyes. It was just like it was poured concrete. I think that speaks for itself. Square-edged, everything. Curieusement, la même chose a été découverte dans une autre section du site. Dans une zone, la découverte d'une autre surface de sol a révélé une caractéristique intrigante. En tapotant, le sol émettait un son creux, suggérant qu'il ne s'agissait peut-être pas du tout d'un sol. Cela pourrait plutôt indiquer la présence d'un toit, dissimulant une chambre sous-jacente. If you, just for the sake of the camera, just get your spade and run the spade across the top of that. Now, that just sounds like you would be running a spade down a concrete slab. And that to me is bloody like concrete. That's just amazing. En fait, dans de nombreuses zones autour du site, les sondes ont réussi à toucher des roches solides sous la terre. We're probing through an area here. It's obviously going down through the pumice. This will send bang. It hits a perfectly level area where it sends a vibration back up through the rod. It makes a kind of a humming sound as we hit something really solid. And what does the sound of wood, what does wood sound like? It's like a thud, but it doesn't have the dink. See, and I'm not very deep. See, look at that. See, that's hitting root. If I just go here, hear the difference? Yep. Étant donné que la zone autour du mur de Kaimanawa est relativement plate, certaines personnes ont suggéré que le monticule raide et uniformément incliné derrière le mur pourrait cacher une énorme structure pyramidale. D'un côté de la colline, d'autres blocs de pierre sont visibles. Ces blocs, d'apparence similaire à ceux du mur, présentent un haut degré de symétrie et descendent la colline avec un alignement précis. De manière remarquable, l'angle selon lequel ces pierres sont disposées reflète l'inclinaison générale de la colline elle-même. Et juste à côté de cette pièce, il y a un autre petit morceau de bloc de pierre apparente avec le même degré d'inclinaison. À une courte distance, une troisième pièce a été découverte, présentant la même symétrie et le même alignement précis que ceux observés précédemment. De plus, cette pierre présente les bords biseautés visibles sur la structure principale, l'angle du biseau étant à peu près identique à celui des autres pierres. Cette cohérence soulève des questions sur la véritable nature du site. Serait-ce quelque chose de bien plus complexe qu'un simple mur de pierre? Se pourrait-il qu'il s'agisse en réalité d'une ancienne pyramide, semblable à celle découverte en Amérique? Il convient de noter que la plupart des pyramides américaines étaient initialement impossibles à distinguer des paysages naturels, car elles étaient complètement enveloppées de sol et de végétation. Prenez par exemple les pyramides de Teotihuacan, qui ressemblaient à des collines ordinaires sans pierre visible à la surface. De même, le temple pyramide de Tikal n'a révélé qu'une petite partie de sa structure, à l'image de ce que nous avons observé en Nouvelle-Zélande avec le mur de Kaimanawa. En 2019, une recherche a été publiée sur la chaîne Tureo New Zealand, où ils ont fait une découverte remarquable grâce à l'utilisation d'un géoradar. Comme il le montre sur cette image, à 2 ou 3 mètres sous le ruban blanc, le radar pénétrant dans le sol a montré un motif identique à celui correspondant au mur en surface. Cela signifie que sous le sol, la structure a continué selon le même schéma de construction exact, avec des blocs d'ignimbrite plus massifs empilés ensemble. De plus, la vidéo montrait des incisions très intrigantes à la surface d'une roche rhyolite dure. Toutes ces informations, prises ensemble,
suggère que la structure était quelque chose de bien plus sophistiqué qu'un simple mur. Mais quoi ? Il est intéressant de noter que les roches volcaniques, en particulier celles à forte teneur en silice, se trouvent généralement dans des zones présentant des failles géologiques et sont associées à de puissants champs magnétiques. La présence d'eau circulant à travers ces pierres peut générer des courants électriques, exploitant les propriétés de la silice, similaire à son utilisation en informatique pour le stockage et la conduction d'informations. L'emplacement du site sur une ligne de faille, connue pour ses fortes énergies magnétiques et telluriques, a conduit de nombreuses personnes à émettre l'hypothèse que la structure aurait pu servir de sorte de conteneur d'énergie, exploitant les forces naturelles de la Terre. Mais si tout cela est vrai, pourquoi le site n'a pas été fouillé correctement ? Malgré toutes les découvertes, le gouvernement néo-zélandais a rejeté l'idée selon laquelle la structure serait l'œuvre d'une civilisation ancienne avancée, qui s'est installée en Nouvelle-Zélande bien avant les Maoris. En fait, le gouvernement a interdit toute fouille archéologique sur le site, comme en témoigne le panneau placé devant la structure. La position officielle des autorités est que le site n'est rien d'autre qu'une formation naturelle, un sous-produit d'une activité volcanique ancienne. Mais comment pourrait-il en être aussi sûr, sans procéder à des fouilles appropriées ? Et pourquoi interdirait-il à d'autres chercheurs de faire des travaux archéologiques sur le site ? En fait, ils ont une très bonne raison de le faire. Ils refusent l'idée selon laquelle le site a été construit par une civilisation avancée, simplement parce que c'est la chose politiquement correcte à faire. La Nouvelle-Zélande, comme de nombreux pays, est aux prises avec le défi de concilier son passé colonial avec les droits, les traditions et l'histoire de son peuple autochtone, en l'occurrence les Maoris. L'arrivée des Européens au XVIIIe siècle a marqué le début d'une période de changement, de conflits et d'échanges culturels importants, dont les effets se font encore sentir aujourd'hui. En Nouvelle-Zélande, le peuple indigène maori est organisé en diverses tribus et sous-tribus. Le nombre exact de tribus peut varier selon la façon dont on les définit et les reconnaît, mais il y en a plus de 100 en Nouvelle-Zélande. Chaque tribu a sa propre structure sociale et politique, sa propre histoire et ses liens avec des régions spécifiques du pays. Un processus important est en cours en Nouvelle-Zélande depuis plusieurs décennies pour répondre aux griefs historiques et reconnaître les droits des tribus maoris sur leurs terres. Ce processus est facilité par le tribunal des Waitangi, créé en 1975 pour enquêter et formuler des recommandations sur les réclamations déposées par les Maoris concernant des actions ou des omissions de la couronne qui violent les promesses faites dans le traité de Waitangi, signé en 1840. De nombreuses tribus sont engagées dans ce processus et ont obtenu des accords avec le gouvernement néo-zélandais qui comprennent des excuses officielles, une compensation financière et le retour de certaines terres sous contrôle tribal, entre autres formes de réparation. Ces colonies sont spécifiques à chaque tribu et sont basées sur les circonstances uniques de leurs revendications. Le processus de reconnaissance des droits fonciers et de règlement des griefs historiques est en cours. De nombreuses tribus ayant finalisé leur colonie et d'autres encore à divers stades de négociation ou en attente de résolution. Dans ce contexte, les découvertes archéologiques et les interprétations des sites historiques peuvent devenir des questions très sensibles. La manière dont l'histoire est racontée, l'accent mis sur certains récits par rapport à d'autres, et la reconnaissance des sites et objets culturels peuvent tous avoir des implications sur l'identité nationale, le patrimoine culturel et même les droits politiques et juridiques.
Le site mégalithique de Kaimanawa, compte tenu de sa nature mystérieuse et du débat sur ses origines, entre dans une catégorie d'intérêt historique et archéologique intrinsèquement liée à ces questions plus larges. Certains individus et groupes ont suggéré que la réticence à explorer certaines théories sur les origines du site, en particulier celle qui pourrait suggérer une présence humaine pré-maori en Nouvelle-Zélande, pourrait être influencée par des considérations politiques, dans la mesure où reconnaître une telle possibilité pourrait compromettre le statut reconnu des Maoris, sous le nom de Tengata Wenua, signifiant « peuple de la terre », et perturber le récit historique établi de la Nouvelle-Zélande. Cela peut provoquer une fracture politique et ethnique importante dans le pays, et potentiellement affecter les revendications territoriales et les compensations gouvernementales accordées aux populations autochtones. Malgré le rejet officiel du mur de Kaimanawa comme un simple phénomène naturel, les arguments et observations présentés par certains chercheurs pointent vers une origine plus complexe et peut-être intentionnelle, suggérant que cette structure pourrait être plus qu'une simple formation fortuite de la nature. Mais si les autorités néo-zélandaises peuvent si facilement écarter un site aussi controversé simplement pour maintenir le statu quo, cela signifie-t-il qu'il pourrait y avoir d'autres découvertes en Nouvelle-Zélande qui pourraient prouver qu'une civilisation ancienne existait ici? L'idée selon laquelle la Nouvelle-Zélande est restée inhabitée jusqu'à l'arrivée des Maoris il y a 900 ans semble un peu fausse, surtout si l'on considère la présence humaine étendue à travers le Pacifique. Les principales preuves archéologiques et la mythologie aborigène suggèrent que l'Australie est colonisée depuis plus de 40 000 ans. Et même des endroits éloignés comme l'île de Pâques ont une riche histoire d'habitation humaine. Dans ce contexte, l'idée selon laquelle les îles de Nouvelle-Zélande étaient restées inconnues jusqu'il y a 900 ans semble assez étrange. À l'intrigue s'ajoutent des histoires du folklore maori, qui semblent faire allusion à une connaissance préexistante de la Nouvelle-Zélande. Parmi ces contes, on retrouve la raison même pour laquelle les tribus sont venues en Nouvelle-Zélande. Il s'agissait de la quête de la pierre verte, Punamu, une jade néphrite très appréciée trouvée dans l'île du Sud. Cette tradition soulève des questions impérieuses. Si la Nouvelle-Zélande était vraiment intacte et inconnue, comment les premiers Maoris ou leurs ancêtres polynésiens ont-ils appris l'existence et l'emplacement de sa pierre verte? Ce récit suggère que la connaissance de la Nouvelle-Zélande et de ses ressources aurait pu exister avant sa découverte, et son peuplement largement reconnu, suscitant la curiosité et les spéculations sur l'histoire des îles et l'étendue de l'exploration ancienne. Mais la vraie question est, y avait-il une civilisation vivant en Nouvelle-Zélande dans ces temps anciens? En 1972, une découverte remarquable au sommet d'une colline à Silverdale, en Nouvelle-Zélande, a éveillé l'intérêt des personnes fascinées par le passé ancien du pays. Ici, enfouis sous des couches d'humus accumulées au fil des siècles, se trouve une série de mystérieux rochers de pierre. Ces rochers étaient restés intacts, cachés sous la terre, pendant potentiellement quelques milliers d'années. Ce qui a rendu la découverte particulièrement intrigante, c'était la nature et l'emplacement de ces rochers. Environ 10 à 12 d'entre eux étaient situés au sommet d'une colline d'argile à Silverdale, un environnement où les rochers coniques ne pouvaient pas naturellement se produire, en raison de la composition géologique de la zone. Cela a immédiatement soulevé des questions sur leurs origines, car ces rochers se forment généralement sur des millions d'années dans les sédiments marins, à commencer par de petites coquilles recouvertes de couches de sable et de chaux. Leur présence sur une colline d'argile, loin de leur environnement naturel d'incubation, suggérait un acte délibéré. Les peuples anciens,
à un moment donné de l'histoire, avait transporté ces marqueurs au sommet de la colline, dans le cadre d'un système d'alignement terrestre. Une autre découverte intéressante a été faite après le déplacement de ces énormes rochers, en 1992, en raison de la construction d'une autoroute. C'est au cours de ce processus que des éléments ont été découverts sur les rochers, des éléments indubitablement créés par des mains humaines. Ce fut une révélation importante. Des investigations plus approfondies ont révélé que ces rochers se trouvaient sous une couche de cendres de téphra, provenant de l'éruption du mont Topo en 186 après Jésus-Christ, ce qui indique que les modifications provoquées par l'homme étaient antérieures à cet événement. Cette chronologie situe les altérations des rochers plus de 1000 ans avant l'arrivée reconnue des Maoris en Nouvelle-Zélande, suggérant un chapitre beaucoup plus ancien et jusqu'alors inconnu de l'activité humaine dans la région. Parmi les modifications figurent des bols magnifiquement sculptés, connus sous le nom de pierres Bulone, dans d'autres parties du monde, notamment en Irlande, où ils font partie d'anciens hôtels de bénédiction et de malédiction. Ces bols ont été méticuleusement ébréchés et sculptés à la main, un processus distinct de tout perçage ou alésage mécanique. Une autre découverte incroyable concerne les gravures rupestres de Kaingaroa, nichées dans les vastes étendues de la forêt de Kaingaroa, l'une des plus grandes plantations forestières du monde. Beaucoup pensent que ces sculptures offrent un aperçu alléchant d'un passé ancien, qui pourrait être antérieur aux colonies maoris connues. Les mystères entourant les techniques utilisées pour créer les sculptures soutiennent la théorie d'une civilisation ancienne inconnue. La précision et la profondeur des sculptures suggèrent l'utilisation d'outils et de méthodes qui ne sont pas traditionnellement associées aux premiers habitants de la Nouvelle-Zélande. Dans la forêt de Waipoua, dans le Northland, il existe un autre site qui ferait partie d'une civilisation pré-maori. Les sculptures elles-mêmes représentent une variété de figures et de motifs, dont certains ressemblent à l'iconographie connue des cultures polynésiennes, tandis que d'autres semblent tout à fait uniques, n'appartenant à aucun récit historique ou culturel connu. Les mystères entourant les techniques utilisées pour créer les sculptures soutiennent la théorie d'une civilisation ancienne inconnue. La précision et la profondeur des sculptures suggèrent l'utilisation d'outils et de méthodes qui ne sont pas traditionnellement associés aux premiers habitants de la Nouvelle-Zélande. Dans la forêt de Waipoua, dans le Northland, il existe un autre site qui ferait partie d'une civilisation pré-maori, où les ruines d'anciennes structures en pierre ont été trouvées. Ces ruines avaient été remarquées et décrites par les premiers Européens, qui s'interrogeaient sur les bâtisseurs de pierre qui y avaient vécu. La seule chose qui reste au public sont ces photos prises le 11 novembre 2000. Après 3 années d'enquête et de fouilles gouvernementales, toutes les découvertes, y compris les structures en pierre, les artefacts et tout ce qui est important, ont été envoyés pour rester cachés sous une restriction de 75 ans, qui durera jusqu'en 2063. À la fin des fouilles archéologiques, tout accès public à la zone a été refusé. Les visiteurs souhaitant voir les artefacts en pierre ont été refoulés, et les demandes d'accès des historiens et des archéologues ont été refusées. Les raisons invoquées étant que la zone avait été déclarée tapu et qu'elle faisait l'objet d'une revendication du traité de Waitangi. D'après les photos que nous disposons, nous pouvons voir des murs anciens proéminents, émergeant distinctement au-dessus de la couche d'humus. De plus, il existe des séquences de bornes délimitant des sections spécifiques. Ces pierres entourent un tas central de pierres, qui était probablement autrefois une ruche. Un type d'habitation rudimentaire qui s'est depuis effondré en un tas désorganisé. Cette méthode de construction d'abris en forme de dôme en pierre
était largement utilisée dans la Grande-Bretagne mégalithique et en Europe continentale. Et il semble que les peuples de pierre pré-maoris de Nouvelle-Zélande aient adopté la même technique pour leurs maisons. De plus, de nombreux rochers portant des rainures profondes, probablement fabriqués à l'aide d'outils en pierre, peuvent être trouvés dans toute la forêt. Ces rainures peuvent avoir été créées lors de l'affûtage et du façonnage des herminettes. Ces rochers sont nombreux et pourraient éventuellement servir de représentation picturale. L'usure importante de ces surfaces sculptées suggère qu'elles sont d'une antiquité considérable. Il est probable que ces structures aient été construites il y a des milliers d'années, alors que la forêt des Waipua n'est pas encore une forêt, mais un sol fertile. Les Maoris eux-mêmes déclarent ne pas savoir qui a construit cette ancienne ville de pierre. La ville de pierre de la forêt de Waipua devrait être un trésor national, voire un lieu historique mondial. Pourtant, non seulement elle est ignorée et non protégée, mais sa destruction est en réalité encouragée. Cela conduit à la conclusion que le site pourrait être le témoignage d'une civilisation préhistorique. Ce qui explique pourquoi le gouvernement néo-zélandais souhaite éviter que son existence soit reconnue par le public ou le monde. Il existe de nombreux autres sites dans toute la Nouvelle-Zélande, comme la colline de Puketapu et la vallée de Waitapu, qui présentent des marques de pierre précises qui pourraient servir d'anciens sites d'observatoires astronomiques. Ou encore le parc Tapapakanga, que beaucoup considèrent comme une autre ancienne colonie effondrée, avec des maisons en pierre de style ruche. Même si les efforts visant à respecter les revendications autochtones sont indéniablement cruciaux, ils ont, dans ce cas, conduit à un paradoxe où la connaissance potentielle du passé ancien de la Nouvelle-Zélande reste cachée dans l'ombre. Cette approche non seulement étouffe la liberté académique, mais prive également le public et la communauté mondiale de la compréhension d'un chapitre potentiellement transformateur de l'histoire de l'humanité. Ce chapitre supprimé pourrait contribuer de manière significative à notre compréhension des modèles de migration humaine, des pratiques architecturales et des structures sociétales dans le Pacifique préhistorique. La question centrale n'est pas seulement celle de l'accès à l'information, mais celle de la reconnaissance et de l'intégration de l'ensemble du patrimoine néo-zélandais dans son identité et son histoire nationale. L'attente grandit pour un récit plus inclusif et plus complet, qui honorerait à la fois les cultures indigènes de la Nouvelle-Zélande et ses mystérieux anciens prédécesseurs. Merci d'avoir regardé. Si vous souhaitez en savoir plus sur un autre complexe antique mégalithique et avancé du Pacifique, vous pouvez regarder notre documentaire sur Nan Madol. Le lien est dans le commentaire épinglé en haut.